Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Quel est le traitement du pyélonéphrite aiguë et quel devenir à l'âge adulte? Donc, juste un petit rappel. Il faut toujours, pour interpréter un essai bio, donc, se rappeler des références et de respecter les conditions de prélèvement et la méthode utilisée. Et il faut signaler comme quoi l'infection urinaire chez l'enfant, il est souvent sous forme d'un tableau atypique, il faut souvent y penser. Donc je passe sur les rappels pour essayer de rattraper un petit peu le retard. Il y a la voie ascendante à partir d'une cystite avec l'ascension des germes, donc en contre-courant, et sans oublier le risque de bactériémie chez le tout petit. Toujours dans le cadre de cette pathogénie, pour comprendre un petit peu pourquoi c'est l'Escherichia coli qui est souvent la cause, c'est à cause de ses caractéristiques, parce qu'il est doté des filaments qui lui permettent de s'attacher à la muqueuse. D'ailleurs, c'est le germe qu'on trouve dans plus de 90% des infections urinaires. Ça fait partie des infections les plus courantes en pédiatrie, donc vous le savez, dans la pratique quotidienne. Vous avez ici les chiffres. C'est très difficile de distinguer entre infection urinaire basse et haute, surtout chez le tout petit, et moins de 2 ans, donc on considère toute infection urinaire comme pyélonéphrite, il faut la prendre en charge en tant que telle. Et il faut rappeler que quand on a une infection urinaire chez l'enfant, donc dans 30% des cas, parce qu'il y a une cause sous-jacente, en particulier une neuropathie malformative. Il faut donc il faut craindre les complications à court terme, donc d'où l'intérêt d'une bonne prise en charge précoce avec un bon suivi. Donc là, il peut s'agir d'un abcès rénal, d'un sepsis, surtout chez le tout petit, et des localisations secondaires. Les complications à long terme, c'est toute la question. Donc ça survient par rapport à l'atteinte parenchymateuse. Donc c'est pourquoi on s'intéresse à la recherche des cicatrices d'une infection urinaire. C'est la réduction néphronique. Donc les néphrologues parlent souvent de sauvegarder le capital néphronique de patients. C'est les cicatrices rénales qui pourraient être responsable à long terme de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance rénale chronique terminale. D'où la nécessité d'une bonne prise en charge et d'un suivi. On va voir les modalités de ce suivi. Donc les recommandations, juste un rappel, le 2e congrès de la SOMIPEV, c'était consacré pour l'infection urinaire. On a essayé de faire une étude multicentrique à l'échelle nationale pour voir qu'est-ce qui se passe à notre niveau, donc sur le plan épidémiologique, et pour pouvoir sortir des recommandations. D'emblée, donc, il faut rappeler que le traitement de la pyélonéphrite se compose de 2 phases, la phase d'attaque ou phase probabiliste. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attendre les résultats de l'antibiogramme pour démarrer le traitement. On va voir comme critère, donc je peux le dire d'emblée, que parmi les critères de cicatrice à long terme, c'est le retard de traitement. Au-delà de 72 heures, donc il faut s'attendre à des cicatrices rénales. D'où l'intérêt de cette première phase d'un traitement empirique d'attaque, et puis par la suite, la 2e phase d'entretien, c'est adapté en fonction des résultats de l'antibiogramme. Vous avez ici les critères de choix de cet antibiotique probabiliste. Donc on tient compte de l'âge de l'enfant, de la sévérité du tableau clinique, de l'examen direct, donc si on peut avoir le résultat rapide de laboratoire, l'épidémiologie bactérienne présumée, donc on doit avoir une idée sur l'épidémiologie locale et nationale et le profil de résistance de ces germes urinaires les plus rencontrés, et bien sûr sans oublier les caractéristiques pharmacodynamiques et pharmacocinétiques, ce qu'on appelle PKPD des molécules. Donc on va le voir, donc il doit avoir une bonne concentration rénale, etc. Et bien sûr, on se base sur les résultats des études cliniques contrôlées. L'étude multicentrique, qu'est-ce qu'elle a donné à l'époque de 2013? L'Escherichia coli vient en premier, 71% des cas dans notre contexte, donc toutes les régions confondues. Et la résistance, vous l'avez ici, donc l'Escherichia coli, il est résistant à l'amoxicilline
donc 45%, également à l'amoxicilline acide clavulanique et à l'association trimethoprim sulféméthoxazole. Il reste sensible à la ceftriaxone, céfotaxime, bien qu'on commence à noter une petite résistance aux alentours de 5-6% pour la ceftriaxone. Voilà. Les autres études, c'est juste comparatif, donc c'est presque le même profil. C'est l'Escherichia coli, c'est le même profil de résistance. Ça, c'est une série donc du service de pédiatrie. Vous avez ici la résistance à la triaxone, 5% pour l'Escherichia coli. Et la même chose dans toutes les études. Je passe. Donc, les principes et l'objectif du traitement, c'est tout d'abord, il faut essayer de stériliser les urines, le parenchyme rénal. Donc, il faut choisir le bon antibiotique qui arrive au niveau de parenchyme rénal et éviter la dissémination, surtout chez le tout petit. Et le choix d'antibiotiques se base, comme je l'ai dit, sur l'épidémiologie locale et de profil de résistance aux antibiotiques. Le deuxième objectif, c'est de prévenir les cicatrices rénales définitives, ce qui fait que cette infection, donc, elle est dangereuse pour cette raison-là. Et le troisième objectif, c'est d'éviter les rechutes et les récidives, surtout quand il y a une cause sous-jacente, en particulier les uropathies sous-jacentes, donc il faut chercher obligatoirement. Voilà un petit peu les différentes caractéristiques des différents antibiotiques qui nous permettent de choisir le meilleur. Donc, l'antibiotique qui a un quotient inhibiteur élevé au niveau sérique et rénal. Et il doit avoir une bactéricidie rapide et une élimination urinaire à forte concentration et doit être adapté aux germes les plus courants. J'arrive pas à passer les diapos parce que... Voilà. Donc voilà les antibiotiques qu'on utilise. Donc, vous savez tous, la ceftriaxone, la dose de 50-100 mg kg jour, le cefixime par voie orale. On va discuter la voie qu'on doit utiliser, les aminosides et l'association trimethoprim sulfméthoxazole. Vous avez ici les posologies. Donc les céphalosporines troisième génération injectables et les aminosides présentent les critères prédictifs d'efficacité les plus favorables. Donc, et l'amoxicilline et l'association amox acide clavulanique, même en cas de germes sensibles, n'offrent pas par voie orale un facteur prédictif d'efficacité suffisant. Donc il faut voir la résistance et également la concentration de vue de parenchyme rénal. L'amoxicilline reste le traitement des infections urinaires entérobactères, entérocoques. Donc c'est l'indication bien précise. À l'inverse, le cefixime et le cotrimoxazole, quand les souches sont sensibles, ils remplissent les critères PK-PD. Donc on peut les utiliser même s'ils sont donnés par voie orale. Ça se bloque. Voilà, donc pour les recommandations de la SOMIPEV, pour cette question, quelle antibiothérapie pour l'infection urinaire de l'enfant au Maroc? Donc en se basant sur cette notion d'augmentation de la résistance aux antibiotiques, l'association amoxicilline acide clavulanique à ne pas utiliser comme traitement probabiliste. Le traitement de choix, c'est la céphalosporine troisième génération, donc ceftriaxone ou céfotaxime. Et puis, donc cette attitude doit être guidée par la culture de l'ECB. Il y avait cette recommandation comme quoi une céphalosporine deuxième génération, le céfuroxime, ça peut constituer un choix donc promoteur. Je sais pas, donc ça, c'était une recommandation en 2013. Céfuroxime, c'est le Zénat, je me rappelle. La thérapie empirique, donc le traitement d'attaque dont on parle, c'est une antibiothérapie qui doit être démarrée le plus tôt possible dans les 72 heures suivant la présentation, qui permettrait de prévenir les lésions rénales, surtout chez les enfants à risque. Donc c'est une notion à retenir. On va voir dans le cadre de suivi à long terme, c'est une notion qui revient, donc le retard diagnostique. Dans une étude, un retard dans le traitement des infections urinaires fibriles était associé à un risque accru de cicatrices rénales et un délai de 48 heures au plus augmentait le risque de nouvelles cicatrices rénales d'environ 47% des cas.
Et les décisions concernant l'initiation d'un traitement antibiotique empirique pour les infections urinaires sont mieux prises au cas par cas en fonction de la probabilité d'infection urinaire qui est déterminée par des facteurs démographiques, cliniques et des résultats de l'ECBI. Les enfants qui présentent un risque accru de cicatrices rénales sont ceux qui présentent une fièvre très élevée, plus de 48 heures, une altération de l'état général, la sensibilité abdominale, lombaire, donc ça témoigne que le rein souffre, et s'il y a un déficit immunitaire connu, une neuropathie connue. Donc c'est des critères qu'il faut prendre en considération pour démarrer le traitement le plus tôt possible. Quelle voie pour l'antibiothérapie? On avait un petit peu le choix de l'antibiotique. Quelle voie utiliser? Le traitement, donc selon les recommandations de la SOMEPEV, le traitement doit associer deux phases. Une phase d'attaque parentérale et une phase d'entretien oral. La première phase, d'une durée de 2 à 4 jours, donc c'est l'intraveineuse, en fonction de l'évolution clinique de l'enfant, et se compose le plus souvent de la ceftriaxone et une injection intraveineuse en intramusculaire, c'est suffisant. La voie intraveineuse sera prescrite au minimum de 3 jours, et le passage au traitement oral est au plus tôt au 4e jour lorsque les résultats de la culture urinaire et l'antibiogramme sont disponibles pour adapter le traitement. Donc ça rejoint un petit peu les autres recommandations, je passe. Voilà, donc il y avait une comparaison entre quelle voie utiliser. C'est toujours un débat. Donc vous avez des différentes études ici, donc anciennes avec un nouveau protocole, un deuxième pour l'Obermann. Donc pour le nouveau protocole, donc il s'est fixé par voie orale d'emblée, donc il a été recommandé. On a vu quel antibiotique, par quelle voie. Est-ce que monothérapie ou l'association, un ou deux antibiotiques? Aucune étude ne permet d'affirmer que l'association d'un aminoside à une céphalosporine 3e génération diminue le risque de cicatrice rénale mieux qu'un seul antibiotique. Par contre, une bi-antibiothérapie associant la ceftriaxone et un aminoside doit être mise dans les situations suivantes. L'âge de 3 mois, et l'existence d'une neuropathie malformative connue chez des enfants qui sont suivis, et le cas de sepsis sévère et les enfants immunodéprimés. Là, donc, l'association ne se discute pas. Exceptionnellement, une monothérapie par un aminoside pourra se discuter chez les patients à fonction rénale normale présentant une allergie au bêta-lactamine. Une bi-antibiothérapie amoxicilline aminoside sera instaurée en cas d'infection à entérocoque, donc sur des résultats de l'antibiogramme. La molécule utilisée lors de la deuxième phase de traitement est adaptée à l'antibiogramme dans la mesure du possible pour préserver l'écologie microbiologique, et les deux molécules à utiliser en première intention sont le cotrémoxazole et le cefixime. La décision, donc le traitement, on doit le démarrer. Est-ce qu'on doit hospitaliser ou pas? Donc la décision d'hospitalisation, la plupart des enfants de plus de 2 mois, 3 mois atteints d'infection urinaire peuvent être pris en charge en toute sécurité en ambulatoire, tant qu'un suivi étroit est possible. Par contre, les indications d'une hospitalisation doivent se discuter et poser carrément l'hospitalisation chez les enfants, les nourrissons de moins de 2 mois, s'il y a un tableau de sepsis clinique, un patient immunodéprimé, s'il y a des vomissements et incapacité à tolérer les médicaments par voie orale, l'absence du traitement au traitement ambulatoire, c'est-à-dire on a déjà démarré le traitement ambulatoire, il n'y a pas d'amélioration, donc le patient, donc l'état de patient s'aggrave, donc il faut l'hospitaliser, et en cas de difficulté d'un suivi ambulatoire adéquat, donc c'est une discussion avec les parents. Exclu de ces guidelines, les cas particuliers, donc il y a toujours des particularités, les bébés dont l'âge gestationnel ajusté à moins de 38 semaines, quand il y a une septicémie avec choc ou méningite, c'est surtout chez les tout petits, les nourrissons, les immunodéficiences, les anomalies génito-urinaires, les affections médicales chroniques complexes, une sonde urinaire à demeure, c'est des cas donc particuliers, donc il sort un petit peu de ces recommandations. Ça, c'est une étude qui est très intéressante, qui a essayé de comparer, donc il a compilé toutes les recommandations, donc il y a, je crois, 37
37 recommandations de différents pays. Ils ont essayé de revoir un petit peu la pertinence, l'applicabilité, l'utilisation de ces recommandations. On va voir un petit peu le résultat de cette étude à large échelle. Donc voilà, 37 papiers qui ont été utilisés de l'Europe, la Chine, l'Inde, etc. Qu'est-ce qu'il sort de ces différentes recommandations, c'est-à-dire l'intersection de différentes recommandations? Toutes les recommandations sélectionnées sont parvenues à un consensus sur quoi? Sur les méthodes de prélèvement. Donc là, on n'en discute pas. Donc la méthode de prélèvement de l'échantillon d'urine, elle est incontestable. Le traitement antibiotique et l'indication de l'échographie rénale et vésicale, ça on ne discute pas. Par contre, ils n'ont pas abouti à une conclusion sur quoi? Sur l'indication de la cystographie, quand est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'il faut la faire d'emblée ou sur le deuxième épisode? Sur l'indication de la scintigraphie au DMSA et l'antibioprophylaxie. C'est des sujets de controverse. Donc, à part la méthode de prélèvement et l'intérêt de traitement antibiotique et le choix de l'antibiotique et l'échographie systématique, donc les autres, ça reste quand même des sujets de controverse. Et dans le cadre de traitement, il ne faut pas oublier les mesures préventives générales, les mesures hygiéno-diététiques, surtout l'hygiène locale, intime. Il faut expliquer, surtout chez les tout petites, les boissons abondantes, c'est un bon traitement, boissons abondantes pour le rein. Le traitement de la constipation, c'est très important, surtout chez des filles qui ont des cystites récidivantes et chez le tout petit, une infection urinaire, il faut chercher. Et on parle actuellement, même en dehors de reflux vésico-urétéral, on parle de reflux bactérien, c'est-à-dire même en dehors de reflux vésico-urétéral, juste cette constipation, cette rétention, donc et la capacité de ces germes à avoir donc cette capacité de remonter, donc on parle de reflux bactérien. Il faut conseiller l'émission régulière dans le cadre de cette éducation sanitaire, la circoncision, donc et il faut chercher cette immaturité vésicale ou instabilité vésicale et savoir la traiter. Et bien sûr, chez les filles, les adolescentes, la kinésithérapie périnéale peut jouer un rôle important. On arrive à notre sujet de controverse, il n'y a pas de consensus, c'est l'antibioprophylaxie. L'objectif de cette antibioprophylaxie, c'est de réduire la fréquence des épisodes d'infection urinaire, c'est-à-dire éviter les récidives et prévenir ou au moins limiter les cicatrices rénales. Les antibiotiques qu'on peut utiliser si on opte pour cette antibioprophylaxie, c'est l'association trimethoprim sulfametoxazole, le cefaclor et le nitrofurantoïne, le Nibiol. La durée doit être utilisée pendant une durée suffisamment prolongée, 6 mois, et s'assurer de la stérilité des urines. Et c'est un traitement qui doit être adapté en fonction de l'antibiogramme. Les indications de l'antibioprophylaxie. Les enfants avec des couches, donc au moins 2 épisodes, avec 2 épisodes de pyélonéphrite, donc chez les tout petits. L'antibioprophylaxie jusqu'à la suppression des couches. Donc pour le reflux vésico-urétéral, il n'y a pas d'indication, pas d'efficacité démontrée. Donc, donc c'est indiqué en cas de reflux vésico-urétéral de haut grade et les indications thérapeutiques reposent sur la répétition des infections. Donc, j'ai vu des études qui comparent même le traitement chirurgical de reflux avec une autre prophylaxie, donc il n'y a pas de différence significative. Et ce cercle vicieux, troubles mictionnels, rétention stercorale, l'infection urinaire, l'antibioprophylaxie pendant au moins 3 mois, et il est justifié le temps de traiter la constipation, parce que quand même, il faut le signaler, le traitement de la constipation chronique, ça met du temps pour se résoudre. Pour les uropathies malformatives, en attendant la cure chirurgicale, quand on indique l'antibioprophylaxie doit être entretenue jusqu'à la cure chirurgicale. Mais le problème de cette antibioprophylaxie, c'est l'observance et c'est l'émergence des résistances, bien sûr, en plus des effets indésirables. Peut-être je vais passer maintenant à la deuxième
questions. Donc, il faut signaler juste qu'il y a actuellement, on parle des mesures préventives. Vous avez le trouvé dans la littérature, l'utilisation des jus de cranberry, l'utilisation des probiotiques, mais c'est en cours d'évaluation, c'est pas encore validé. Le risque et le devenir au long cours. Bien sûr, vous avez ici en fonction du nombre le risque des cicatrices rénales en rapport étroit avec le nombre d'épisodes d'infection urinaire. Et c'est une étude qui a essayé de répondre à cette question, c'est-à-dire l'évolution à long terme en se basant sur la morphologie rénale. Et c'est très important. Vous avez ici les cas contrôle, et puis en fonction de la taille des reins, on a essayé de déterminer la filtration glomérulaire. Donc, la conclusion qui sort de là, il faut surveiller la taille des reins par la suite. C'est un très bon outil de surveillance de voir un petit peu l'évolution à long terme de ces pyélonéphrite. Dans la même étude, c'est les mêmes critères, c'est-à-dire la taille des reins, mais en fonction de l'âge. Moins de 3 ans, moins de 3 ans, c'est plus méchant que les enfants de plus de 3 ans. Donc, il faut savoir surveiller l'état des reins. Donc, on va le voir, c'est par échographie. Les modalités c'est pas consensuel chaque année, et puis quand l'enfant prend de l'âge tous les 2 ans. Donc, c'est un suivi la même étude donc, qui essaie de mettre en exergue cette notion de la taille rénale, même en dehors, quel que soit le degré de reflux vésico-urétéral. Ce n'est pas ça qui est important, c'est la taille des reins. Donc, il faut surveiller de façon échographique. Donc, le résultat, c'est que environ 15 à 18% des enfants atteints de pyélonéphrite développent des cicatrices rénales ultérieures. Donc, c'est inévitable. 15 à 18%. Il s'agit d'hypertension artérielle à long terme, de maladies rénales chroniques, une insuffisance rénale. Donc, c'est important. Et plus de la moitié des enfants atteints de la pyélonéphrite aiguë récurrente présentaient déjà une fonction rénale réduite après le premier ou le deuxième épisode. C'est une infection qui est sévère. Une nouvelle diminution lente a été observée au cours du suivi chez les enfants avec des reins petits au parenchymateur réduit, indépendamment de la présence ou du degré de reflux. Donc, c'est le résultat de l'étude que je viens de vous présenter. Cette constatation était particulièrement vraie chez les enfants atteints de pyélonéphrite d'apparition précoce avant l'âge de 3 ans. Donc, quand on traite ces enfants-là de moins de 3 ans, il faut bien indiquer le bon antibiotique et la bonne voie. C'est vrai, parfois on ose à donner la voie orale, mais les résultats radiologiques ne peuvent pas prédire le développement des lésions fonctionnelles rénales. Ainsi, un suivi régulier de débit de filtration glomérulaire semble primordial, et la perte de parenchyme rénal peut survenir même à l'âge de 4 à 5 ans. Donc, de l'intérêt d'une surveillance prolongée. Donc, voilà, la surveillance doit être faite sur la mesure de la tension artérielle, demander la microalbuminurie, la croissance des reins, donc, parce qu'il y a une bonne corrélation avec l'insuffisance rénale chronique dont on a démontré ces études, et la fonction rénale, la filtration dont j'ai parlé. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs recommandations qui sont disponibles, mais beaucoup de disparités et de controverses existent toujours. D'où l'intérêt d'un bon sens clinique et l'expertise pour une prise en charge individualisée à chaque patient. Et d'autres études et recherches sont nécessaires pour mieux cerner, surtout pour répondre à ces controverses où il n'y a pas de consensus. Et je vous remercie.